Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Une actualité marquée par l'invasion russe en Ukraine. Cette guerre a fait réagir de nombreuses voix politiques sur la scène internationale. Elle a également été évoquée lors d'une conférence du Monaco Economic Board. Reportage à suivre dans quelques instants. Puis nous recevrons le secrétaire d'État à la justice, Robert Gelli. Il réagira lui aussi sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et le pouvoir de la justice internationale. Nous aborderons également avec lui la coopération judiciaire et les derniers accords dans ce domaine. Les changements polaires de l'Arctique à l'Antarctique au cœur d'un symposium organisé au musée océanographique. Un rendez-vous très attendu par la communauté scientifique. Et enfin, les records du monde de vitesse de la Vauxhall Wattman, la moto électrique la plus rapide au monde, saluée en principauté. Ce matin, le Monaco Economic Board a tenu une conférence sur les analyses et les opportunités des entreprises pour mieux se développer à l'international. Un moyen aussi de comprendre les enjeux actuels bouleversés par la situation du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui ne cesse d'évoluer d'heure en heure. Le reportage de Dorine Jarnias et Olivier Bonello. Malgré des tendances plutôt bonnes pour 2022, le conférencier du jour invité par le Monaco Economic Board a dû entièrement revoir sa présentation afin de l'adapter aux derniers développements survenus dans le dossier ukrainien. On ne pouvait qu'exclure une intensification du conflit puisqu'il n'est dans l'intérêt de personne, si vous voulez, ni des Européens ni des Russes, d'un point de vue strictement macroéconomique, que la situation s'envenime. Sauf que là, ils se rendent bien compte qu'on est au-delà du calcul coût-bénéfice et de la gestion macroéconomique et que les interventions, s'il s'agit bien, encore une fois, d'une intervention militaire à grande échelle en Ukraine, rebat complètement les cartes sur ce diagnostic et donc sur tout le reste. Conséquence directe du conflit, le baril de pétrole dépasse les $100 et les prix du gaz s'envolent. Mais l'économiste reste positif. Nous, dans l'ensemble, on reste quand même sur un scénario de croissance mondiale avec toutes les disclaimers, si je puis dire, liés à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, sur un scénario d'atterrissage de l'économie mondiale avec toujours une très forte dichotomie entre les pays émergents et les pays développés. Un ralentissement de l'inflation, mais qui est un ralentissement de l'inflation qu'on avait en prévision et qui était intimement lié à une forme de reflux des prix de l'énergie, du gaz en Europe notamment, mais du pétrole au niveau mondial. Des prévisions qui sont là aussi très incertaines compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. Il faut se rappeler que 40% des approvisionnements de gaz d'Europe viennent de Russie. Que si les prix restent à un niveau très élevé, voire continuent d'augmenter, nos prévisions d'inflation seront nécessairement revues à la hausse et donc nos perspectives d'activité à la baisse. Une conférence qui permet aux entrepreneurs locaux de mieux comprendre les enjeux économiques actuels afin de pouvoir adapter leur stratégie d'investissement en toute situation. Et l'actualité du jour leur a prouvé combien il était important de faire preuve de réactivité. Effectivement, l'actualité marquée aujourd'hui par la guerre en Ukraine, est-ce que la justice peut jouer un rôle dans ce conflit? Quelle est l'importance d'une bonne coopération judiciaire internationale? Le secrétaire d'État à la justice, Robert Gelli, est notre invité aujourd'hui. Il nous attend dans les studios de Monaco Info pour aborder aussi l'actualité des services judiciaires monégasques. Bonsoir Robert Gelli. Bonsoir. Une réaction tout d'abord sur l'actualité, si vous le voulez bien, face à une crise qui se dessine en Ukraine. Quel est le pouvoir de la justice internationale ? La justice internationale n'a pas vocation à intervenir à ce stade, disons, et je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui le plus important. Le sujet le plus important, c'est effectivement que les gouvernements, les États et que l'Organisation des Nations Unies prennent les mesures ou les dispositions ou que engagent toutes les discussions possibles et imaginables. Mais la justice n'a pas à intervenir à ce stade. Par contre, c'est vrai que avec la Russie comme avec l'Ukraine, ici à Monaco, on a des relations de justice à justice qui sont assez importantes, régulières, et il est évident que des situations telles que celles que nous connaissons peuvent avoir des impacts sur le fonctionnement normal, j'allais dire, de la coopération internationale. Vous parlez de coopération internationale, vous étiez dernièrement à Dubaï. Quel était l'intérêt de ce déplacement pour la justice? L'intérêt de ce déplacement était triple. D'abord, il s'agissait de rencontrer les autorités judiciaires et d'évoquer avec elles un certain nombre de sujets. Par exemple, avec le président des cours et tribunaux, j'ai pu voir comment fonctionnait la numérisation, tout l'aspect numérique du fonctionnement de la justice. Avec le procureur national de Dubaï, j'ai pu évoquer des sujets d'action publique tels que
la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre la corruption par exemple. Et puis surtout, j'ai pu rencontrer le ministre des Émirats Arabes Unis, le ministre de la Justice, pour évoquer de façon plus précise les conditions et l'amélioration de la coopération entre nos deux pays, puisque nous avons quand même quelques flux avec les Émirats Arabes Unis. Vous venez de le dire, vous avez évoqué la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a été également question ici à Monaco en ce début de mois de février autour d'un rendez-vous avec Moneval. Quelles sont les grandes lignes à tirer de ce rendez-vous ? L'essentiel à retenir pour ce qui est en tout cas de la justice, c'est quelle est l'effectivité de la réponse judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment. Et donc ça suppose que nous soyons en mesure d'apporter d'abord les éléments de conformité de notre législation pour lutter efficacement contre le blanchiment, mais également aussi que l'on apporte des éléments sur la façon dont les dossiers sont traités, les poursuites, les jugements, la façon dont les biens sont confisqués et saisis, qui proviennent de produits illicites, et la façon dont nous coopérons aussi avec les pays étrangers. Donc c'est tous ces sujets qui sont en discussion, et je dois dire quand même que la justice monégasque n'a pas à rougir de ce qu'elle fait, pas du tout, et je pense que nous aurons une appréciation qui sera satisfaisante compte tenu des éléments que nous avons apportés. Un mot sur la place du numérique, on a déjà eu l'opportunité d'en parler. Quelle est l'importance pour les services judiciaires de mettre en place toute cette transition numérique dans votre institution? C'est un enjeu fondamental sur 3 plans. D'abord, il s'agit évidemment de faciliter le travail des magistrats, des greffiers et de développer donc tout ce qui est dématérialisation. Deuxième objectif, c'est faciliter la communication électronique avec l'ensemble des professions judiciaires, au premier rang desquelles, bien sûr, les avocats. Et puis le troisième grand volet, c'est quand même aussi le justiciable. C'est-à-dire qu'il est important que l'accès à la justice et l'accès aux documents que la justice peut fournir, par exemple un casier judiciaire, puisse aujourd'hui se faire, enfin demain, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, mais demain puisse se faire par Internet. Est-ce que l'on peut aborder l'Institut de formation aux professions judiciaires ensemble? Il a été créé il y a bientôt 1 an. Un peu moins d'1 an, c'était en avril 2021. Où en est-il actuellement? Je crois savoir qu'il a repris ses activités là, pour préparer les concours. Il y a eu un premier cycle préparatoire au concours de la magistrature et à l'examen d'avocat qui a eu lieu l'année dernière. Et là, ces jours-ci, début mars, dans quelques jours, ça va reprendre un nouveau cycle pour l'examen d'avocat qui aura lieu à la fin de l'année, ainsi que le concours de la magistrature. L'Institut a vocation aussi à assurer la formation continue de l'ensemble des professions judiciaires. Et là, nous avons pour la première fois réalisé une grosse opération de formation à propos de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure civile, qui a donné lieu donc déjà à 2 journées et 3e aujourd'hui journée de formation à destination des magistrats, des greffiers, des avocats et aujourd'hui à destination de l'ensemble des collaborateurs d'avocats ainsi qu'aux huissiers et notaires avec leurs propres collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui à peu près 80 personnes qui bénéficiaient de cette formation et c'est une vraie volonté d'assurer le plus possible la formation des professions judiciaires et de toutes les professions judiciaires ensemble, parce que symboliquement même aussi c'est important que tout le monde se retrouve et puisse échanger, au-delà de la formation stricto sensu. Et il prouve aujourd'hui toute son utilité. Merci infiniment Robert Gély d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci à vous. Parlons environnement à présent et de ce rendez-vous très attendu par la communauté scientifique. Le premier symposium sur les changements polaires de l'Arctique à l'Antarctique se tient jusqu'à demain soir au musée océanographique. The Cold is Getting Hot, c'est par ce titre que la Fondation Prince Albert II de Monaco souhaite faire un état des lieux dans les régions polaires. Plus de détails avec Christine Datomel.
un symposium scientifique inédit qui rassemble durant 2 jours les plus grands acteurs mondiaux de l'Arctique et de l'Antarctique. Un fait rarissime, ces experts ayant peu l'occasion de se rencontrer et d'échanger ensemble. Un symposium qui permettra ainsi d'aborder des questions liées à la manière et à la vitesse à laquelle les changements dans les régions polaires affectent le climat et en quoi cela concerne les systèmes vivants et sociaux et nous en particulier. La mission des experts du milieu polaire, identifier clairement les menaces qui guettent les pôles et les défis à relever pour trouver ensemble des solutions. Décrypter les grands enjeux de ces terres lointaines en ouvrant le dialogue, tel est donc l'objectif premier de ce symposium. Il n'y avait pas, à l'heure actuelle, de moment où ces scientifiques pouvaient échanger sans qu'il y ait d'interface politique. Donc tout d'abord, monter une plateforme, faire un état des lieux sur la situation dans les 2 régions polaires, connaître l'impact du changement climatique mondial sur ces régions, sur les sociétés et les économies locales, mais aussi et surtout, c'est peut-être moins su, connaître l'impact du changement intervenant dans les régions polaires sur le climat mondial. Parce qu'il y a effectivement une interaction très forte entre les deux. Les régions polaires étant, et on le dit souvent, des laboratoires en accéléré de ce qui se déroule à l'échelle mondiale. Donc on en attend à la fois des constats, on en attend également des conclusions scientifiques qui pourront nous permettre à la Fondation Prince Albert II de Monaco, à l'Institut océanographique et au Centre scientifique de Monaco, de faire remonter ces conclusions scientifiques au niveau politique, décideurs politiques, mais aussi au niveau du secteur privé, pour voir quelles sont les mesures d'atténuation et d'adaptation qui pourraient être mises en place. Entre 2006 et 2009, le Prince Albert II s'est rendu, je vous le rappelle, au pôle Nord et au pôle Sud. Il est à ce jour le seul chef d'État à s'être rendu dans ces 2 régions polaires depuis les 13 dernières années. Et lors de ce symposium, un ouvrage inédit de Robert Calcagno a été dévoilé. Il s'intitule « Au cœur des mondes polaires entre réchauffement et convoitise », paru aux éditions Glénat. Un livre richement illustré qui permet de mieux comprendre la fragilité de ces régions polaires et la nécessité de les préserver. Le directeur de l'Institut océanographique est au micro de Christine Datomel. J'ai suivi un peu l'intérêt du prince Albert Ier, du commandant Cousteau, et du prince Albert II qui m'ont parlé de ces régions qui les fascinent, en tout cas son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et j'y suis allé, et moi-même également, donc dans le passage du nord-ouest entre le Groenland et le Canada. J'ai été au Svalbard, et c'est vrai que c'est des régions totalement fascinantes, c'est des régions sauvages, rudes, mais où la nature est tellement belle et puissante que je n'ai pu que approfondir ma compréhension et à travers ce livre essayer de l'expliquer à tout le monde pour faire part de ces magnifiques beautés qu'il faut préserver. Quittons la principauté pour se rendre à Dubaï où se poursuit l'exposition universelle. Cette semaine, le pavillon Monaco a accueilli les membres des femmes chefs d'entreprise mondiales. Objectif de cette visite, valoriser les femmes dans l'entrepreneuriat dans un pays, les Émirats, qui a fait de sérieux progrès en la matière ces dernières années. Le reportage sur place de Bastien Bory. Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. À l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, accompagnée de son organisation mère, en a profité déjà pour faire le point sur la parité homme-femme en principauté. 30% des personnes inscrites au registre du commerce sont des femmes et 40,2% de la population salariale est féminine. Donc nous représentons quand même une partie, certes moins importante que les hommes, mais quand même une partie importante de l'entrepreneuriat et de la masse salariale monégasque. Le Conseil national se bat également pour justement cette parité, avec notamment le système de quotas, qui est malheureusement encore nécessaire de nos jours. L'opportunité également de resserrer les liens entre les entrepreneuses de Monaco et des Émirats, 2 pays certes différents mais qui partagent une même observation, les entreprises gérées par des femmes résistent souvent mieux à la pandémie de Covid-19. On est peut-être plus dans l'action que les hommes et c'est pourquoi au niveau de cette crise Covid, les femmes ont tout de suite cherché à trouver des masques, à distribuer des masques aux collaborateurs. Donc on a eu ce côté vraiment plus humain et ce qui donne confiance aux salariés.
Malgré cela, les disparités peinent à se gommer. À l'échelle mondiale, l'écart salarial entre hommes et femmes est de 19%. Les premiers détiendraient même 50% de richesse en plus par rapport aux secondes. Dans les top 50 ou dans le CAC 40, le nombre de femmes dans les conseils d'administration ou dans les top managers sont encore extrêmement réduits. Et je ne vous parle pas de certains pays que nous rencontrons dans le monde. Ce sont des différences énormes. Il est évident qu'en Amérique du Sud, pour être femme chef d'entreprise, dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Donc tout ça, nous devons le gérer. Et le constat peut même être étendu au secteur public. Seuls 18% des ministres et 24% des parlementaires dans le monde sont des femmes. De retour en principauté pour le reste de l'actualité. Bonsoir Frédéric Hélion. Le gouvernement princier a publié hier les chiffres de la campagne de dépistage menée en début de semaine en milieu scolaire. Bonsoir Émilie, une campagne de dépistage par autotest organisée à l'occasion de la rentrée scolaire les 21, 22 et 23 février. L'objectif était de permettre aux élèves et au personnel des établissements scolaires de se tester sur la base du volontariat après les congés de février. 4 964 personnes ont réalisé un test et seulement 37 d'entre elles ont eu un autotest positif à la Covid-19. Le taux de positivité est de 0,7% contre 1,9% en janvier 2022. Ceci met en évidence une circulation du virus toujours présente mais sensiblement en recul par rapport à la rentrée des vacances de Noël. On passe à cette information concernant le Conseil national des jeunes, Frédéric. La première session 2021-2022 du Conseil national des jeunes se clôturera le 23 mars dans le grand hémicycle de l'Assemblée avec la présentation publique des travaux des conseillères et conseillers juniors. Le Conseil national lance donc un appel à candidature pour la prochaine session 2022-2023 qui s'ouvrira en avril. Pour postuler, les élèves des classes allant de la 5e à la seconde peuvent transmettre une idée, un projet ou un acte de candidature motivé via un texte ou une vidéo de 2 à 4 minutes. Un projet envoyé avant le dimanche 6 mars au soir à cette adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Et puis du sport avec du basket et ce match décisif à Gaston-Médecin demain soir. Après la victoire importantissime face à Kazan mardi soir, la Roca Team affronte un autre candidat direct au top 8 vendredi, toujours à domicile, Fenerbahçe. Vainqueurs de l'Euroleague en 2017, les Turcs sont de retour aux affaires et viennent de gagner 9 de leurs 10 derniers matchs après un début de saison très décevant. La Roca Team est également en forme avec 7 succès lors des 9 dernières rencontres. Une affiche à suivre en direct sur notre chaîne avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Coup d'envoi 20 h vendredi. Et nous serons bien évidemment au rendez-vous. Nous vous parlions en novembre dernier des différents records de la Vauxhall Wattman. Et bien mercredi soir, Gildo Pastor a souhaité réunir l'ensemble des équipes du groupe Venturi pour célébrer en famille les derniers exploits de l'entreprise monégasque. L'occasion aussi de remettre aux 2 pilotes moto leur diplôme de record de vitesse. Alexandra Pani et Thomas Deus ont assisté à l'événement. Elle assoit son statut de moto électrique la plus rapide au monde. L'année 2021 s'est conclue en beauté pour les équipes de Venturi avec de nombreux projets et surtout ces nouveaux records pour leur motostar, la Vauxhall Wattman. 22 records cumulés et des sensations toujours plus fortes pour le pilote Max Biaggi. When I did and I saw the number that we achieved on the speed, was almost unreal, but I felt the speed quite a lot. But honestly, I think sooner or later it's possible to go faster, but okay, what we did is already amazing. I'm so grateful for what we did. So if in the future will be a choice to go even higher speed, we'll see. Louis-Marie Blondel est lui le pilote du développement et l'architecte de la Vauxhall. Il obtient de son côté 7 records, des records établis sur la piste de Space Florida au Kennedy Space Center. Le plus convoité a été battu le 22 novembre dernier. Max Biaggi a alors atteint 455,737 km/h sur 1 km avec une moto électrique semi-carénée de moins de 300 kg. Lorsqu'on a décidé ce programme, on n'avait jamais construit de moto. Donc il fallait accoucher, quoi. C'est des records qu'on positionne, c'est des véhicules qu'on met au point et ils arrivent un jour à être bien au point et voilà. Le record de moto, c'est finalement l'ensemble de la batterie, le moteur, qui doivent être au top.
Donc en vitesse finale, on arrive à presque 470 km/h. On le savait avant d'y aller. On a dit ça sera 470 km/h et à la virgule près, c'est ça. L'objectif pour le président de Venturi est atteindre un jour 500 km/h. Mais pour cela, il ne faut pas brûler les étapes. Les équipes travaillent déjà au prochain record pour la Vauxhall. Rendez-vous à la fin de l'année. Et pour les autres domaines, l'entreprise monégasque ne manque pas de projets. Antarctica, le championnat de Formule E, mais aussi l'espace. Le ciel n'est pas la limite pour Gilles de Pastor. Autre réussite made in Monaco, le manga Blitz. La saga vient tout juste de fêter ses 2 ans et quoi de mieux pour célébrer un anniversaire que la sortie d'un nouveau tome. Le 6e paraît demain. Alors où en sont Tom et Harmony dans leur aventure? Et surtout, qui est l'invité de marque dans ce dernier opus? Les réponses de l'auteur de Blitz, Cédric Biscay. Dans ce nouveau tome de Blitz, évidemment, la nouvelle la plus importante, c'est l'apparition de la princesse Charlène en tant qu'invitée spéciale. Donc on est super fiers, évidemment, d'avoir réussi ce coup-là et elle est très satisfaite du résultat. Il y aura des parties d'échecs, toujours magnifiées, comme si c'était sur un champ de bataille avec des guerriers en armure, etc. C'est ce qui rend aussi les parties plus cool. Et tous nos héros, évidemment, se donnent beaucoup de mal parce que leur but, évidemment, final, c'est de se rendre au fameux tournoi organisé à Monaco dans le casino de Monte-Carlo. Et si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont lu les tomes précédents, la grande finale aura lieu dans le palais princier quand même, avec l'aval de Monseigneur. On sort 3 tomes par an. En fait, on a un rythme de parution qui est similaire à ce qui se fait au Japon, qui est la patrie du manga. Donc plus de 20 000 tomes vendus en France pour le tome 1. L'ensemble des tomes, pour l'instant, c'est plus de 50 000 exemplaires. Et puis toute nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours, et hyper important pour nous, c'est qu'on a signé pour les États-Unis. Donc il sera disponible aux US à partir de cet été. Et ça fait grand bruit évidemment et c'est super cool. Belle success story pour Blitz qui sera également à l'honneur lors du prochain festival de la bande dessinée d'Angoulême. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'information. Frédéric, vous teniez à nous faire part de ce nouveau projet artistique autour de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis plusieurs années, l'artiste Mr. One Tease, bien connu en principauté, s'engage dans le cadre de cette journée célébrée le 8 mars. Cette année, la thématique retenue par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes est centrée sur la protection des droits des femmes et de la mère. Anthony Alberti lance un vaste projet d'œuvre collective pour la réaliser. 100 personnes qui ont un lien avec ces 2 thèmes vont la co-créer. Le prince Albert II y a participé hier. Le maire Georges Marsan et plusieurs footballeurs de l'AS Monaco ont apporté leur pierre à l'édifice aujourd'hui. Cette œuvre collective sera dévoilée le 8 mars. Et parmi les rendez-vous à ne pas manquer ce week-end sur notre antenne, Frédéric, il y a le dernier numéro de Backstage, l'émission musicale de référence sur Monaco Info. Rendez-vous samedi à 21 h sur notre chaîne pour un Backstage consacré à João Selva. Ce Brésilien, fils d'un pasteur d'Ipanema, a grandi dans une communauté d'anciens prisonniers et d'artistes convertis. Au programme samba, soul, disco et funk vintage, João Selva a fait une halte à Monaco, au Grimaldi Forum, à l'occasion des First Day Live Sessions. Il présentera à Fabien Bonilla son dernier album, Navegar. On reste avec vous, Frédéric Elion, pour la météo. Quelles sont les prévisions pour la journée de vendredi ? Un temps variable et changeant puisque la matinée sera bien ensoleillée, Émilie, puis quelques nuages feront leur apparition dans l'après-midi. Avec un risque d'averse dans la soirée, les températures seront comprises entre 6 et 14 degrés. Vendredi 25 février, nous fêterons les Roméo. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana qui vous présente les équipes de gymnastique acrobatique qui représenteront la principauté au prochain championnat du monde à Bakou. Nous ferons d'ailleurs plus ample connaissance avec ces gymnastes dans notre édition de demain. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.